Des taux d'intérêt de crédit immobilier dépassant 5% d'ici Noël 2023, c'est bien ce qui pourrait se passer d'après la dernière publication de la BCE. Le premier prêt supérieur à 5% sur 25 ans a également été atteint et les banques ont averti que ça n'allait pas s'arrêter du tout et que des hausses perpétuelles étaient à prévoir dans les semaines à venir. Mais que diable se passe-t-il ? Nous allons voir pourquoi les taux grimpent de la sorte, pourquoi la montée des taux est supposée enrayer l'inflation, l'impact de la montée des taux sur votre quotidien et l'économie, jusqu'où est-ce qu'on va aller comme ça, et le problème de la limite des 35% d'endettement dans une telle situation. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle, si elle vous impacte personnellement ou non, et si vous pensez que la crise actuelle est bien gérée. Pourquoi les taux continuent-ils de grimper de la sorte ? Si vous vous êtes déjà demandé qui tire littéralement les ficelles du jeu et font la pluie et le beau temps sur votre capacité à emprunter, eh bien la réponse est simple, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne. Mais pourquoi est-ce que les taux explosent de la sorte? La réponse elle est simple, c'est pour lutter contre l'inflation. Depuis de nombreuses années, les taux d'emprunt continuaient de baisser continuellement. Et pour autant, en Occident, nous n'avons pas connu de période d'inflation forte depuis les années 80. Donc que ce soit en Europe avec la BCE ou la Fed aux États-Unis par exemple, personne ne s'est affolé parce que ça roulait bien comme ça. Mais sur ces 3 dernières années, nous avons eu un bon nombre de phénomènes très atypiques qui ont contribué à une inflation forte et très rapide. Voici quelques exemples. Tout d'abord, il y a eu bien sûr le Covid-19. Donc pendant 2 ans, tout a tourné au ralenti et du coup, à la sortie de Covid, les consommateurs ont rattrapé la consommation qu'ils n'avaient pas faite, tout simplement, avec en plus une grosse capacité d'épargne pendant le Covid, donc du coup forcément plus d'argent, donc on investit plus, on dépense plus, etc. Et face à ça, les entreprises qui voient qu'il y a une demande énorme ont monté les prix, mais elles n'ont pas monté les prix que pour faire plus de bénéfices, elles ont aussi monté leurs prix pour pouvoir rattraper les pertes occasionnées pendant le Covid. Donc le deuxième point, ça a été également la guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine, c'est pas la guerre en tant que telle qui a joué sur l'inflation, c'est le fait qu'il y a eu un embargo sur les matières premières, et notamment les énergies, et qui du coup, forcément, on a eu le problème sur le gaz, on a eu le problème sur l'électricité, etc. à l'échelle mondiale. Forcément, quand on fait monter le prix des matières premières et des matières énergétiques, eh bien ça se répercute en cascade de manière exponentielle sur les prix de vente. Donc ça a contribué à faire monter les prix d'un coup sans que personne s'y attende. On a eu également la politique budgétaire de nombreux pays, parce que oui, pendant le Covid, pour éviter l'effondrement des économies et maintenir les revenus, beaucoup de pays ont continué à creuser leur déficit public, qui est pourtant déjà énorme pour la majorité des pays occidentaux, pour générer de l'argent pour des programmes d'aide, de dépenses publiques. Par exemple, la dette Covid pour la France, elle s'élève à 600 milliards d'euros pendant cette période Covid, alors qu'on était déjà l'un des pays les plus endettés d'Europe. Du coup, cet afflux massif d'argent public, ça stimule la demande, puisque les gens se sont retrouvés avec plus de pouvoir d'achat sans pour autant avoir produit des richesses pour l'obtenir, et du coup fait monter les prix, comme le premier cas. On a eu également la faiblesse de la stabilité de l'euro, parce que oui, la monnaie, donc l'euro, s'est dévaluée, et comme la plupart de nos entreprises à nous continuent à acheter en euros, ils devaient désormais dépenser plus d'euros pour acheter des produits importés ou les énergies fossiles qui sont produites à l'étranger, et donc acheter dans une autre monnaie. Et ça aussi, ça a contribué à la montée des prix. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment cet ensemble de raisons qui est arrivé, disons, presque d'un seul et même coup, qui a conduit une inflation très forte. Si on n'avait eu que un des 4 critères, il y aurait eu une inflation un peu plus forte que d'habitude, mais ça aurait été tolérable. Du coup, pour lutter contre cette inflation qui appauvrit la population et touche clairement de plein fouet la classe moyenne et les foyers les plus précaires, pour qui les salaires n'ont pas augmenté, puisque les entreprises n'ont pas forcément la capacité d'augmenter les salaires dans une période économique difficile, et aujourd'hui on voit beaucoup d'Européens qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir décemment, qui ne peuvent plus sortir ou avoir autant de loisirs qu'avant, donc ça a eu un vrai impact sur le quotidien de millions de personnes. Pour lutter contre ça, la BCE a pris les mesures nécessaires pour enrayer l'inflation et décide, même si c'est un lien de cause à effet qui est long, de monter les taux pour dissuader les gens d'emprunter. Mais cette décision, elle fait pas du tout l'unanimité chez les experts et les économistes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'en profite pour remercier toutes les nouvelles personnes sur cette chaîne qui nous découvrent et qui s'abonneront et likeront la vidéo pour apporter de la visibilité et du soutien. Vous avez été extrêmement nombreux à vous abonner et liker la vidéo sur la fin du LMNP avec les amendements déposés, donc merci à tous et merci à tous ceux qui le feront à nouveau. Pourquoi la montée des taux enraye l'inflation ? Déjà, si vous ne le savez pas, quand vous empruntez de l'argent, n'importe où, sauf si bien sûr c'est un particulier, ça vient de la BCE. En fait, aucune institution au monde utilisant de l'euro ne peut générer des emprunts ailleurs qu'à la BCE de base. Donc typiquement, quand vous allez à votre banque, Crédit Mutuel, Banque Populaire, etc., et que vous allez faire un prêt, l'argent qu'ils vous prêtent, c'est qu'ils l'ont eux-mêmes emprunté avant à la BCE. Évidemment, eux, ils empruntent à des taux plus bas et ils vous prêtent à des taux plus hauts. Comme ça, ils font un bénéfice sur l'argent qu'ils vous prêtent. Mais ils ont quand même emprunté l'argent à la BCE de base. Et la BCE fixe également le taux minimum à laquelle les banques peuvent prêter et le taux maximum à laquelle les banques peuvent prêter. Donc c'est bien la BCE qui tire littéralement toutes les ficelles de toutes les banques utilisant l'euro dans le monde. Surtout qu'aujourd'hui, dans une économie dématérialisée, il faut savoir que les banques n'ont pas en stock, bien évidemment, l'argent qu'ils vous prêtent. Ils ont simplement besoin d'avoir un certain pourcentage de l'argent prêté. Alors le taux, il est souvent entre 1, 2, voire 3%. Et encore une fois, c'est la BCE qui fixe le taux minimum. Donc ça veut dire que si vous, dans votre poche, vous avez par exemple 3 euros, eh bien la BCE vous dit, si vous avez 3 euros dans votre poche, vous pouvez créer de l'argent à partir de nulle part, que vous allez nous emprunter, et vous pouvez prêter 100 euros. Si vous voulez prêter 200 euros,
€, il faut que vous ayez 6 € dans votre poche. En gros, c'est ça le principe. Globalement, tout provient de la BCE, donc c'est vraiment elle qui va faire vraiment tout le fonctionnement économique européen et de l'euro. Alors qui c'est la BCE? C'est une institution indépendante qui a pour rôle d'assurer la stabilité de l'Europe, en tout cas la stabilité économique et financière. Mais les dirigeants ne sont que des hommes, avec un grand H, et n'ont pas forcément toujours la science infuse. L'idée de monter les taux, c'est de rendre l'argent plus cher, et donc d'empêcher les gens de consommer. Si les gens ne consomment pas, cela fait baisser la demande, et donc la baisse de la demande tend à faire baisser les prix. Et oui, les entreprises qui n'arrivent pas à vendre à des prix donnés doivent, à l'échelle macro bien sûr, baisser leurs prix pour réussir à vendre. Et c'est par ce biais-là que la BCE espère refaire tomber l'inflation à maximum 2% par an, pour éviter cette course spéculative et cette folie à la montée des prix qu'on connaît actuellement. Sauf que c'est un jeu très risqué, parce que baisser la demande et la capacité des gens à consommer, c'est empêcher la croissance, c'est conduire à la faillite de certaines entreprises, c'est créer du chômage, qui dit créer des chômages dit augmenter les dépenses publiques, et tout cet ensemble de conséquences néfastes. Ainsi aujourd'hui, il y a deux écoles. Les économistes qui disent que monter les taux détruit l'économie, et qu'il vaut mieux, globalement, une période d'inflation qu'une grosse crise économique et humanitaire, et l'école de la BCE et ses partisans qui pensent qu'il vaut mieux casser l'économie partiellement pendant quelques mois ou années, quitte à ce que ça ait des conséquences sur certaines entreprises ou certains groupes de personnes, pour rétablir ensuite un rythme normal et repartir sur une période de calme a posteriori. C'est vraiment pas évident de savoir qui dit vrai, tant la société évolue vite. En fait, les solutions qu'on a à la crise d'aujourd'hui, dans un monde ultra mondialisé et connecté, surtout avec la situation géopolitique actuelle, entre les guerres en Ukraine, les guerres en Israël, etc., eh bien ce sont à chaque fois des facteurs nouveaux que les politiques doivent apprendre à gérer. On peut pas traiter une crise inflationniste aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit de la même manière qu'on a pu le traiter dans les années 60 ou 50 par exemple. Tout a changé. Donc c'est pas évident du tout de trouver la bonne solution. Est-ce que la politique de la BCE est bonne ou pas bonne? Eh bien ça c'est quelque chose dont on pourra reparler d'ici 2, 3, 4 ans, puisque on verra comment cette crise a été gérée et si ça a eu un impact positif ou pas. L'impact de la montée des taux. La montée des taux a pour conséquence de défavoriser énormément les particuliers ou les investisseurs immobiliers qui empruntent sur des durées longues, 15, 20, 25 ans en général. Cet impact, il est nettement moins fort pour les entreprises qui empruntent sur des durées souvent comprises entre 5 et 7 ans. Clairement, vous empruntez 100 000 € sur 5 ans, que le taux soit à 2,50 ou à 4,50, en vrai, la différence est tellement faible que ce sera pas grave, surtout pour une entreprise qui a quand même tendance à faire plus de bénéfices que forcément des particuliers ou des investisseurs immobiliers. Prenons l'exemple d'un foyer en France, où le couple gagne 4 000 € net par mois, soit 48 000 € annuels. En sachant qu'il y a 3 ans, quand les taux étaient à 1,1%, ce couple pouvait emprunter 300 000 €. Lorsque les taux étaient à 2,5% en début d'année, il ne pouvait plus emprunter que 264 000 €. Et à l'heure actuelle, avec des taux à 4,5%, pour ne pas dire plus, ils ne peuvent plus emprunter que 221 000 €. Le problème, c'est qu'en face de cette montée des taux, leurs salaires n'ont pas ou très peu évolué. Comme j'ai dit en début de vidéo, c'est logique, puisque les entreprises, pour la plupart, ne sont pas aujourd'hui dans une situation favorable qui permet non plus d'augmenter les salaires. Et l'autre problème, c'est que les prix d'immobilier n'ont pas baissé d'autant que leur capacité d'emprunt a baissé. Globalement, à Lyon, au moment où je tourne cette vidéo, les prix ont baissé en moyenne d'à peu près 10%, quand la capacité d'emprunt des personnes a baissé, elle, de 25% quasiment. Du coup, on n'est toujours pas sur l'équilibre du marché. Donc là, on est dans une situation où les propriétaires n'arrivent plus à vendre, sauf à brader leurs biens, et la plupart ne sont pas prêts psychologiquement ou n'ont pas envie de brader leurs biens, et dans une situation où les acquéreurs ne peuvent plus investir ni accéder à la résidence principale aussi simplement qu'avant. Mais il y a également un autre facteur responsable à tout ça, les 35% d'endettement. Dans cette partie, il faut bien qu'on distingue deux choses, les investisseurs immobiliers et les personnes qui achètent en résidence principale. Lorsque vous investissez dans l'immobilier et que la mensualité de votre crédit immobilier est couverte, ou presque couverte par les loyers, eh bien il n'y a pas de raison de considérer que cela baisse la capacité d'emprunt des gens. Au même titre qu'une entreprise qui paye toutes ses charges, ses crédits, si à la fin de l'année elle continue à faire du bénéfice ou un résultat neutre, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas emprunter pour acheter d'autres choses ou développer sa chaîne de production. En immobilier, ça devrait être pareil, mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est la faute à Bruno Le Maire et l'ensemble des acteurs qui ont voté la fin du différentiel foncier. Bien sûr, il n'était pas tout seul à voter. Le différentiel foncier, c'est tout simplement ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire, si vous avez autant de loyers que de crédit, alors ça n'impacte pas votre endettement. Et ça, c'était le cas depuis, à ma connaissance, je crois, la nuit des temps, quasiment. Nuit des temps, peut-être pas, mais en tout cas de nombreuses années. Et ça a été aboli en 2020, alors qu'en France, il n'y avait aucun ou presque aucun impayé sur les crédits. Donc, rien ne justifiait de supprimer cette mesure. C'était pas un problème, si vous voulez, dans la société. Et aujourd'hui, les loyers que vous encaissez, en fait, ils viennent s'ajouter à vos revenus du travail, et ensuite, on calcule votre mensualité de prêt maximale en prenant 35% du tout. Donc forcément, ça veut dire que si vous n'avez pas des loyers 3,4 fois supérieurs à votre mensualité de crédit, ça diminue votre capacité d'emprunt. Donc qui que vous soyez, qu'importe vos revenus, à un moment vous allez être coincé, vous ne pourrez plus emprunter, même si vous avez tous les mois des bénéfices grâce à vos appartements parce que vous avez super bien investi. Non, vous êtes quand même coincé. Ce qui est un petit peu stupide et ne dynamise pas le marché économique, n'augmente pas non plus le nombre d'appartements disponibles à la location ou le nombre d'appartements qui va être rénové pour répondre aux enjeux climatiques de la loi climat. Ça a des impacts peut-être positifs d'une part, sinon il ne l'aurait pas fait,
mais ça a beaucoup d'impact négatif et c'est surtout, à mon sens, relativement injuste pour les personnes qui investissent. L'autre facteur, c'est surtout que ça bride l'ascension sociale et clairement ça bride les foyers les plus précaires. Aujourd'hui, vous gagnez peu de revenus, et bien une fois que vous avez acheté votre résidence principale, vous n'avez plus du tout de capacité d'investir, même si vous achetez un bien qui va générer plus de loyer que de crédit. Ce qui est fou puisque les foyers les plus précaires vont être touchés de plein fouet par ça parce qu'ils peuvent pas avoir des revenus de complément pour la retraite, ils peuvent pas se faire un capital, ils sont bloqués. Donc du coup, ça bride l'ascension sociale et je trouve ça extrêmement frustrant pour des gens qui essayent juste au quotidien de s'en sortir. Concernant la résidence principale, les 35% d'endettement visent à ce que les personnes n'utilisent pas l'intégralité de leur salaire pour payer leur mensualité de prêt et que du coup derrière ils aient plus rien pour payer leurs courses ou leurs dépenses quotidiennes. Donc en soi on comprend l'idée. En revanche, pour quelqu'un au SMIC, effectivement, passer un tiers de ses revenus dans son crédit fait qu'il va dépenser 450 € par mois pour sa mensualité de prêt et ensuite n'aura plus que 900 € pour vivre, ce qui peut être assez juste dans certaines situations, surtout dans les grandes villes qui sont assez chères. Et donc emprunter au-delà de 35% d'endettement dans ce genre de cas est effectivement dangereux. En revanche, pour les foyers les plus aisés ou les foyers moyen plus, eh bien passer 50 ou même 60% de leurs revenus dans leur crédit fait qu'ils auront toujours un reste à vivre après 2, 3, 4, voire même plus de fois supérieur à la personne qui est au SMIC. Ainsi, c'est relativement étonnant de dire à des personnes, vous devez garder au moins 6 000 € par mois après avoir payé votre crédit. Personne n'a fondamentalement besoin d'autant pour payer ses besoins de première nécessité. Ainsi, la limite d'endettement devrait être plutôt proportionnelle aux revenus des personnes que sur un taux fixe, puisque chaque cas est unique. Et pareil, il y a des personnes qui peuvent avoir par exemple beaucoup d'épargne. S'ils dépassent un certain taux d'endettement, si les personnes ont de quoi vivre pendant 5 ans ou 10 ans avec leur épargne, est-ce que c'est vraiment pertinent de les brider? Je ne sais pas. Bon, aujourd'hui en tout cas c'est comme ça, et donc on voit, moi je le vois dans mon quotidien Chanière et Patrimoine, donc beaucoup de foyers très aisés, un chirurgien, avocat d'affaires, qui se voient refuser leur prêt immobilier sur leur résidence principale depuis la montée des taux, et cela ne dynamise pas et ne favorise pas du tout l'économie, et conduit aujourd'hui à une grave crise du secteur immobilier, mettant à mal de nombreuses entreprises, et tout ça, ça a des répercussions en cascade sur toute l'économie. Jusqu'où les taux vont-ils aller et quand est-ce que cela va redescendre? Pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, la BCE est engagée dans une course à stopper l'inflation et continuera d'appliquer une hausse des taux tant que l'inflation ne sera pas stoppée ou atténuée. D'après les données que nous avons et notre réseau, nous devrions avoir une hausse jusqu'à la fin d'année avec des taux atteignant les 5% ou plus d'ici Noël ou janvier 2024, et ensuite nous connaîtrons une période de stagnation où les taux resteront élevés mais relativement stables. Puis une fois l'inflation ramenée à un niveau habituel, soit environ 2% par an, la BCE appliquera une baisse des taux progressive pour redonner du lest à l'économie, mais à mon avis, ça ne reste que mon avis, je pense qu'elle sera prudente et qu'elle va pas prendre le risque de rebaisser les taux à 1% comme c'était le cas avant, par peur qu'on reparte dans cette spirale. Donc voilà, encore une fois, c'est que mon avis, mais moi je vois bien des taux à 5% jusqu'en mars-avril 2024, une baisse légère autour des 4% progressifs sur l'année jusqu'à fin 2024, puis un retour progressif à des taux autour de 2,25 ou 2,50% pour 2026, et ensuite une stagnation longue à ces taux, pour justement garder un niveau moyen et éviter la bulle spéculative de l'immobilier comme on a pu, c'est vrai, le connaître avec des taux trop bas. Donnez-moi votre avis en commentaire, et merci à tous du coup d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker pour nous soutenir. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu.